Je vais vous expliquer ce que c'est que les focales. C'est pas que je vous soupçonne de ne pas être très éveillé, mais enfin, on ne sait jamais. Il y a peut-être des retardataires, des gens qui n'ont pas fait l'école. J'aime bien me déplacer. Ah, 1, 2, 3, ça y est, je l'ai. Alors, les focales, tout simplement, c'est des lentilles de verre entre le monde extérieur et un endroit où on va capter la lumière. Les focales ont été faites justement pour amplifier la captation de la lumière. Et il faut savoir que pour la première fois où il y a eu des impressions d'images dans l'histoire de l'humanité, c'est en 1812. C'est Grégoire Volton qui a fait un petit trou dans une chambre noire obscure, et à travers ce petit trou, il n'y avait pas encore de focale, donc pas de lentilles. Il a réussi à commencer à imprimer le monde extérieur. Plus tard, il y a Édouard Niepce qui a fait encore mieux. Lui, il a carrément mis l'émulsion à base d'argent sur les murs de sa chambre, qui était complètement éteinte. Il a ouvert les volets de sa chambre, il a refermé, et il avait tout son jardin en impression sur son mur. Voilà, c'est les débuts de la captation du monde extérieur via la photographie. Puis le daguerre est arrivé, puis la photographie est arrivée, et puis le cinéma est arrivé. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est que... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Dès qu'il y en a qui ne suivent pas, surtout manifestez-vous. Hein. Je ne voudrais pas parler tout seul. Et comme j'aime pas parler dans le vide, il y aura un petit interrogatoire après cet exposé. Et ceux qui ne répondent pas sont privés de déjeuner. C'est ce qu'on m'a expliqué la direction. Voilà. Donc, Cédric, si tu veux envoyer les petites images, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Cédric, c'est le projectionniste. Voilà. Un petit peu de luminosité en dessous. Voilà, voilà. Tu peux éteindre la salle aussi? Non, pardon. Ah, voilà, très bien, parfait. Non, ça va aller, j'ai l'écran éclairé. Donc, focale. Alors, fais un petit arrêt. C'est vrai que tu m'entends? Fais un petit arrêt. Ah, trop tard. Voilà, alors, ce que vous êtes en train de voir, c'est vrai que tu peux arrêter? Voilà, très bien. Alors, excusez-moi juste, voilà. Donc, j'arrive à 1894, c'est Thomas Edison qui invente pour la... Voilà. 1894, Thomas Edison invente en fait la pellicule, à savoir un format 35 mm sur lequel il y a cette émulsion d'argent qui avait été déjà inaugurée par Niepce et probablement par Volton. Émulsion d'argent, c'est une sorte de gélatine de bœuf sur laquelle sont répartis des grains d'argent. C'est ce qui fait la pellicule, le tout sur un support de celluloïd. Donc en 1894, Thomas Edison, génial inventeur américain, va inventer le kinétoscope. Alors le kinétoscope, c'est quelque chose qui permet de voir dans une visionneuse des images animées. Donc pour la première fois, il va faire des images animées, et puis derrière, les frères Lumière vont arriver avec un outil tout à fait différent qui permet d'enregistrer et de projeter. C'est comme ça que le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui a été inventé. Mais il faut reconnaître que les premières images animées ont été faites par Thomas Edison. Vas-y Cédric, voilà. Donc ça dure 3 secondes, je vous l'ai fait passer à plusieurs reprises pour que vous... Voilà, c'est les premières images animées qu'on voit sur une pellicule 35 mm. Voilà, le kinétoscope, c'est une visionneuse. Quelqu'un regardait ça dans une sorte de tube. Évidemment, pour faire des entrées, c'était compliqué. Hein. Quand on a fait 20 spectateurs, c'était un summum. Voilà. Et voilà les images très connues de sortie des usines Lumière, des frères Lumière. Alors, ça, c'est les toutes premières images animées qu'on a projetées sur un écran. Les images de la vie intime, c'est Louis Lumière à côté qui est en train de donner à manger à son bébé. Et la lentille évoquée, c'est probablement 40 mm. On n'a pas de certitude par rapport à ça, puisqu'au départ, c'était juste quelque chose qui était chargé d'amplifier la lumière. Mais les chefs-op aujourd'hui compétents m'ont dit que c'était vraisemblablement un 40 mm. Alors, ce qui est à noter, voyez-vous, c'est que les gens s'approchent de la caméra. Si on peut juste baisser un tout petit peu le... Ah non, peut-être pas, c'est peut-être moi qui l'entends trop fort. Voilà, ok. Donc les gens s'approchent de la caméra, mais il n'y a aucun gros plan. C'est très intéressant, puisque en fait, de 1895, date de ces premières images, à 1900, il va y avoir 5 ans de créativité. Ici, les images du génial Méliès, mais jamais vous ne verrez de gros plans. L'idée va venir beaucoup plus tard. Voilà. Alors là, je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer des images colorisées par le sieur Méliès. Donc, d'une certaine façon, la couleur commençait déjà à exister. C'est Le Voyage dans la Lune de Méliès. Et remarquez bien qu'on est toujours au théâtre. Le montage non plus n'existe pas, puisque vous avez cet obus qui arrive dans l'œil de la Lune, et après, vous allez avoir un plan de la Lune, et vous allez voir arriver la capsule, il n'y a pas de montage. Voilà. Le raccord n'était pas encore dans la narration filmique des gens qui faisaient ces images-là. Voilà. Et donc, il y a... certes, il n'y a pas de gros plan, mais il y a quelque chose d'extrêmement inventif qui se fait. Ça, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ça. C'est quand même un type qui fout une femme dans un chaudron et qui la bouillante. Je trouve ça très rigolo. Donc, voilà. C'est pas moi, c'est Méliès, c'était il y a 100 ans. Alors, vous voyez, il l'a fait brûler. Summum du rire, quand même très rigolo. Voilà. Donc, quand il ne mollissait pas sur un certain humour. Alors ça, c'est intéressant, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle l'effet Méliès. Donc, encore une fois, remarquez bien la valeur du plan. On est toujours au théâtre. La perception qu'on donne pendant 5 ans, de 1895 à 1900, on est toujours au théâtre. Là, vous avez donc, a priori, une affiche publicitaire. Et puis, vous allez avoir un petit effet Méliès.
Clac, voilà. C'est un truc qu'on fait encore aujourd'hui. Et donc ce personnage-là se trouve aspergé avec l'humour farcesque de l'époque, que personnellement je trouve extrêmement poilant. Voilà, donc ça se termine avec de la police, de la tarte à la crème, etc. Voilà. Et encore une fois, dans cette valeur-là. Voilà. Alors, je vais jusqu'au bout de cette projection. Elle est assez comique. À la boum, voilà. Et derrière, c'est des femmes qui se vengent et ça les fait rigoler. Voilà. Alors maintenant, petit arrêt, bam. Merveille, oh super. Premier gros plan. Alors en fait, effectivement, donc, comme je vous le disais, 1895, 1900, il n'y a aucun gros plan. Il y a des gens qui passent près de la caméra, mais l'idée d'approcher la caméra d'un visage, par exemple, n'est pas venue à tous ces premiers cinéastes qui pourtant ont du génie, comme ces images, vous avez pu le voir, celle de Méliès. Le premier gros plan va venir de l'idée d'un photographe de plage qui s'appelle Paul Albert Smith, qui est un photographe de plage de Brighton. C'est pour ça qu'on parle d'une école de Brighton. C'est un terme un peu pompeux. C'est juste, il a eu l'idée de faire des gros plans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit 2 petits scénarios, La loupe de grand-maman et Le cinéma dans le télescope. Et c'est parce qu'il y a ces 2 scénarios, et c'est parce qu'il y a l'exigence de ces 2 scénarios qu'il va avoir l'obligation de faire 2 gros plans. Mais ça ne lui est jamais intellectuellement venu en dehors de ce schéma narratif. C'est ça qui est intéressant. Cédric, quand tu veux. Voilà. Donc le premier, c'est la loupe de grand-maman. Donc le sujet exige qu'on passe à travers le point de vue d'une loupe. Donc voilà, ça c'est grand-maman à droite et le petit garçon à gauche, je l'ai reconnu, la craque. Premier gros plan, un canari, voilà. Donc le scénario l'exige, donc on va avoir l'obligation de voir de près les choses. Et cette chose qui nous paraît naturelle aujourd'hui, voilà, c'est un très gros plan. Vous allez voir que c'est un gros plan qui a laissé des traces, puisque d'autres ont repris ce gros plan par la suite. Voilà, donc grand-maman a un certain charme, objectivement. Voilà, et puis il va y avoir la dernière vision sur un petit chaton, c'est extrêmement rigolo. Alors, en faisant ça, il faut comprendre, c'est qu'en plus, ils inventent le montage. C'est-à-dire que la même action va être pour une fois racontée avec 2 valeurs différentes. Avant, ça n'existait pas, comme vous l'avez vu avec Méliès, l'arrivée de l'obus sur la Lune, et après on reprenait l'action a posteriori. Voilà. Et puis alors, la deuxième chose, c'est un petit peu plus salace, c'est la cinéma dans le télescope. Et donc, que fait ce voyeur? En fait, il voit un homme refaire les lacets d'une cycliste. À l'époque, ça leur suffisait quand même pour... On était limite interdiction moins de 16 ans. Voilà. Alors ça, c'est très rigolo. C'est un des premiers films muets qui a été fait, c'est L'attaque du Grand Rapide. Donc c'est un film classique, c'est un western, comme à l'époque, il est extrêmement populaire. Il faut savoir que c'est des caméras qui sont faites pour de vrai, c'est pas un effet numérique derrière. La caméra est vraiment embarquée dans un wagon qui roule vraiment, donc il prenait beaucoup de risques, il n'y a aucune sécurité. Bon, le schéma, vous l'avez compris, on voit qu'il meurt. Voilà, donc on est dans l'expressivité du théâtre filmé de l'époque et tout. Il y a même un petit truc de couleur, donc la colorisation commence à exister. Voilà, je vous raconte ça, pourquoi? Parce que dans ce film, en fait, il y avait une idée qui était incroyable. Il y avait un gros plan. Et le gros plan, vous allez le voir, c'est quelqu'un qui tire sur face caméra. Et ce gros plan faisait tellement peur aux spectateurs que les gens se barraient de la salle pendant la projection. Authentique. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous allez voir, c'est très rigolo. Donc là, je laisse exprès dérouler le film, une action assez basique. Vous allez voir une agression typique. Et puis, il va y avoir une petite coupe quand le figurant va être à terre. Tac, là, pas encore, mais... Tout d'un coup, craque, il y a une petite coupe, vous voyez, et là, c'est un mannequin. Vous voyez, heureusement, il est beaucoup plus violent. Voilà. Quand on parle de violence, ça me fait marrer. Et craque, par-dessus bord, terminé. Et voilà le fameux gros plan qu'ils faisaient sur les gens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La meilleure idée, c'est qu'ils l'ont mis juste avant la fin. Voilà. Ça, c'est le montage original, vous voyez, et tax the end. Voilà. Alors, c'est rigolo parce que ça n'avait rien à voir avec l'histoire. L'histoire était terminée depuis belle lurette, mais ils ont quand même mis le gros plan. Voilà. Alors, je ne sais plus ce qu'il y a derrière. Voilà. Alors après, celui qui passe pour l'inventeur des gros plans, c'est D.W. Griffiths. En fait, c'est juste lui qui a magnifié les gros plans, qui pour la première fois les a vraiment mis en scène. Regardez le travail, on voit la larme, et puis il y a tout un travail sur le sépia, sur les noirs qui est absolument magnifique. Ça vient d'un film qui s'appelle Naissance d'une nation. C'est un des films les plus racistes qui ait jamais été fait, je tiens à vous le dire. Et ça, c'est Intolérance. On retrouve la teinte des images de l'époque et surtout le vrai travail du gros plan. Alors, ce qui est très important, c'est que tout d'un coup, le personnage devient plus grand que la salle. Imaginez le choc que ça a été de voir des gros plans sur des écrans par rapport à des spectateurs. Le cinéma prend sa dimension narrative et visuelle extrêmement forte sur le plan émotionnel. On vous impose tout d'un coup quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grand que vous, humble spectateur. Et il y a un travail absolument magnifique. Vous voyez, on voit la larme et tout. Et le jeu des acteurs s'en ressent d'un moment. Le gros plan est arrivé. Voilà, mais donc on dit que c'est Griffiths qui l'a inventé. Alors, top, 32 mm. Alors, juste un petit détail sur le 32 mm. Le 32 mm, c'est en fait la vision que vous avez normalement. S'il y a des ophtalmos dans la salle, ils le savent. Entre la cornée et la rétine, il y a 32 mm. Donc forcément, quand on prend cette focale, on a une vision réaliste des choses. Si vous êtes myope, c'est un peu plus grand. Si vous êtes hypermétrope, c'est un peu plus petit. Donc le 32 mm, c'est un choix de metteur en scène qui est très important parce que ça veut dire que vous vous rapprochez le plus possible du réalisme, même si vous n'avez pas la vision périphérique, ça reste une focale de cinéma, mais vous vous rapprochez le plus possible du réalisme. Alors, Cédric, quand tu veux.
Cédric, quand tu veux, Cédric. On m'a dit qu'il ne fallait pas avec l'accent dans la région. Voilà, très bien, voilà. Et donc, c'est le cinéaste du 32 mm dans le cinéma français, c'est Marcel Carné. Marcel Carné travaillait exclusivement au 32 mm. C'était, de la part de ce grand metteur en scène, un souci absolu du réalisme. Donc ça, c'est un plan, certes, qui est gros plan, mais qui est toujours 32 mm. Il va aller encore plus loin dans le fameux tas de beaux yeux, tu sais. Donc ça, c'est Quai des Brumes de Marcel Carné. Je crois que c'est 1939 la date, mais j'en suis pas complètement sûr. 36 peut-être. Voilà. 32 minutes encore. Alors on voit que les bords en bas sont un petit peu fous parce que la caméra commence à être limite de points. T'as de beaux yeux, tu sais. Et là, il l'a magnifié avec son 32 minutes. Vous voyez, voilà. Et on se demande pourquoi Gabin attend en fait. Voilà, très bien. Alors ça c'est intéressant parce que c'est Le Jour se lève, toujours avec le grand Gabin, un chantre du naturalisme, qui est opposé en termes de jeu à un acteur Jules Berry qui est tout sauf naturaliste, n'empêche que l'ensemble marchait très bien. Et on est toujours au 32 mm, ce qui faisait rager les producteurs parce qu'il y a un gros décor qui construit autour, mais Carné restreint sa prise de vue à juste ça. Donc Gabin vient de tuer Jules Berry. J'aime beaucoup cet acteur, regardez comme il est expressif, il est absolument dément. La mort de Jules Berry, on sent que ça peut durer 2 heures. Ah non mais c'est un acteur de génie absolu. Voilà, regardez, c'est magnifique, voilà, et badaboum, voilà. Alors tout est fait au 32, ce qui se trahit un petit peu, vous voyez sur les marches ici, elles sont un petit peu floues, tout ce qui est près de la caméra est un petit peu flou, c'est que la focale est en limite de points. Toujours est-il que c'est la vision humaine de la scène, alors peut-être pas forcément le contenu, mais en tout cas au niveau de la forme, c'est une vision humaine, et ça, Carné, bien sûr, était fou de ça. Alors je pense pas que sur Jules Berry, je pense que c'était un cascadeur, et là, il y a idée de génie, j'extrapole un peu, il y a un aveugle qui arrive et qui dit qu'est-ce qui se passe. Voilà, ça c'est magnifique, voilà. Alors regardez le travail sur les ombres, etc. Bien sûr, tout ça n'est pas innocent, mais il fait tout avec un 32 mm. Donc c'est vraiment. Alors après, un des films que je préfère, c'est Les Enfants du Paradis. La lumière est beaucoup plus forte. C'est un film qui a été filmé pendant la guerre et que Carné a bien pour honneur à finir après la guerre. On est à la Victorine à Nice. Il y a beaucoup d'éclairage au niveau lumière et malgré tout derrière, on voit une vision effectivement qui est humaine. C'est un peu flou. Voilà. Donc je vous laisse écouter le dialogue. C'est assez dément. Ouais. Voilà, dialogue de Prévert, super chouette. Voilà. Donc 32 mm, donc c'est la vision la plus humaine que vous pouvez avoir, la plus réaliste que vous pouvez avoir. Et c'est un choix vraiment de cinéaste. Alors là maintenant, on va prendre le zoom, enfin, un petit top sur le zoom. Alors le zoom, que vous connaissez tous via vos caméscopes ou maintenant les iPhones, le zoom c'est un terme qui vient de l'aéronautique. C'est pas du tout un terme filmique. Et l'aéronautique, c'est les pilotes parlaient de zoom quand ils font des piquets ou des chandelles. Et pourquoi ils parlaient de ça? C'est parce que pour prendre des photos aériennes des tranchées pendant la Première Guerre mondiale, il fallait piquer sous les balles, les obus, etc., faire l'exposition des plaques qui durait au moins 3 secondes et remonter. Alors je ne sais pas si zoom, c'est le bruit des balles qu'ils faisaient près de leurs oreilles, mais c'était comme ça que vient ce terme. Voilà. Alors il y a certainement des zooms totalement ratés, parce que les avions sont écrasés, mais en gros c'était ça. Donc le mot vient de la zoom. Alors en 1929, l'assistant de Capra, un chef opérateur, c'est souvent par les chefs opérateurs que la technique évolue, le chef opérateur de Capra va inventer un système de bagues qui permet de faire le fameux zoom que vous connaissez. Mais maintenant tu peux y aller Cédric, le zoom va être popularisé. En fait, en 1932, la première fois qu'on va le voir dans un film, c'est Losing Me Tonight de Ruben Mamoulian. C'est un film avec Maurice Chevalier, d'où l'évocation d'un Paris de l'époque. Vous voyez, c'était à l'époque la France représentait culturellement quelque chose. Et vous allez voir un zoom assez. C'est pas super intéressant, mais c'est le premier zoom qui a été fait. Ils n'ont pas encore compris ce qu'on pouvait faire avec un zoom. Toujours est-il qu'ils ont l'innovation technologique. Voilà, ils font le premier zoom. Voilà. Et la cheminée va se mettre à fumer. Premier zoom. C'est pas passionnant, mais à l'époque, forcément, c'est une trouvaille technologique extraordinaire. Donc, ils sont absolument ravis de ça. Alors après, c'est un film qui s'appelle Scipione africain, The 37. C'est un film d'un réalisateur italien dont je crois c'est Carmine Gallone. Et là, le zoom va prendre sa vraie dimension. Bien sûr, tout ça n'est pas du numérique. Forcément, ça coûte très cher. Ça prend beaucoup de temps à installer. Il va donc falloir quand même le magnifier d'une façon ou d'une autre. Et donc, le zoom va être très important par rapport à ça. Voilà. Donc là, il y a un texte dont je vous épargne, pour le coup, l'intérêt. Et là, il y a un zoom arrière. Voilà. Alors ça, c'est le premier zoom, on va dire, dont l'intention est assez claire. Et c'est assez cohérent. On découvre petit à petit l'immensité des figurants. C'était colossal. Hein. C'était à Cinecittà à l'époque. C'était des milliers de figurants, etc. Donc là, le zoom amplifie ce travail qui est fait. Voilà. Donc ça, c'était le zoom le plus significatif de sa valeur-là. Après, évidemment, je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer ce qu'on en fait des cinéastes derrière. Le zoom va beaucoup les aider
à capter des émotions les plus fortes. Il va vous donner, Sergio Leone, dans Il était une fois dans l'Ouest, va vous donner une dimension que vous ne pouvez pas avoir. C'est le pli cutané des paupières de Charles Bronson, et c'est un flashback terrible qui arrive dans sa tête, puisqu'il se rappelle ce qu'a fait Henry Fonda dans sa vie. Donc on est un zoom chef opérateur de génie, un Tonino Dellicoli qui permet de faire ça. C'est très compliqué techniquement à faire et tout. Et le zoom, donc, encore une fois, c'est un point de vue qui est impossible, et c'est le flashback. Voilà, le flashback, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Charles Bronson? Alors vous avez là un petit zoom un peu plus basique, juste pour montrer la méchanceté de l'exceptionnel Henry Fonda. Et là, vous allez voir un truc intéressant. Vous allez voir non seulement le zoom arrière, pour juste des raisons techniques, de montrer qu'est-ce qui se passe exactement quand on a l'harmonica dans la bouche. Et Leone va compléter ce zoom avec un mouvement de grue. C'est un génie de la grue, enfin c'est un génie tout court, Sergio Leone, mais il y a un mouvement de grue qui est absolument sublime. Donc, première fois, une intention intime sur l'émotion du pauvre Charles Bronson jeune, et puis un mouvement de grue, et là, c'est le cinéaste qui reprend la main, et il y a un plaisir quasi sensuel de monter cette tragédie, on va dire, shakespearienne, dans un décor absolument dément, voilà, qui est la fameuse Monument Valley aux États-Unis. Voilà. Donc ça, j'extrapole un petit peu, il y a un mouvement de grue derrière, mais c'était vraiment trop joli. Après, bien sûr, d'autres cinéastes vont s'en emparer, dont le fameux Kubrick. Alors Kubrick, lui, a une utilisation qui est totalement différente. On est beaucoup plus tard, on est en 79, c'est le tournage de Shining, et ce cinéaste-là va commencer à s'en servir par rapport aux notions de peur. Il n'a pas sonorisé ses effets de caméra, ce qui prouve la grande pureté de ce cinéaste. Toujours est-il qu'il va se servir du zoom pour exprimer une notion de peur totale chez ce petit garçon. Regardez, vous allez voir un zoom extrêmement rapide, voilà. C'est moins compliqué à faire que le zoom de Leone. Toujours est-il que l'intention là, bon, pour ceux qui ont vu Shining, c'est musique de Walter Carlos, c'est absolument prodigieux, ça fout les frissons. Donc, c'est encore une fois cette utilisation de focales. Alors, un petit top, voilà. Ce que je vous raconte là, c'est pour montrer comment l'arrivée des focales va permettre d'exprimer des émotions par rapport à des situations que la caméra ne peut pas faire autrement, que le dialogue peut faire, mais de façon plus lourde, que la musique peut faire, mais de façon plus lourde. Cet effet de caméra, ce petit travail de focale permet évidemment de trahir les émotions des personnages de façon très très intime. Donc, au début, souvent, c'est des choses qui sont inventées pour des raisons pratiques, comme le fait de faire un piqué pour prendre des photos qu'on appelle zoom, mais très vite les cinéastes, les grands cinéastes récupèrent ça pour des raisons émotionnelles. La vision qu'on a des choses est une vision surtout émotionnelle, beaucoup plus que technique. Voilà. Alors, dans ce domaine-là, il y a ce qu'on appelle le transtrave. Alors je vous rassure, c'est pas un trave qui est passé de masculin à féminin, hein, c'est ou zoom compensé, ce sont des corps transformés dont je me méfie quand même. Donc en fait, le transtrave, c'est tout simplement un travelling avant associé à un zoom arrière ou un travelling arrière associé à un zoom avant. Voilà. Alors le premier qui a eu, il y a eu quelques tentatives qui ont été faites avant lui, mais le premier qui a vraiment eu l'idée, c'est Hitchcock dans Vertigo. Et l'idée, donc on est dans les années, excusez-moi, il fait chaud chez vous. Ah, c'est le sud, merci bien. Et en fait, il va voir cette idée. Alors, tu peux envoyer Cédric. La première idée, c'est de montrer comment un personnage, Jimmy Stewart, a le vertige, tout simplement. Alors, voilà, c'est une course-poursuite pour ceux qui ont vu Vertigo. C'est un des chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Voilà, le héros, Jimmy Stewart, arrive, il a le vertige. Comment montrer cette dimension? Hitchcock a cette trouvaille du fameux transtrave. Vous allez voir tout de suite. Voilà, il jette un coup d'œil. Que voit-il? Voilà, et ça, c'est sa perception à lui très intime. Voilà. Vous avez un effet totalement déformé sur les côtés. C'est un mouvement de caméra qui est vraiment très spectaculaire. Voilà. Pareil, il grimpe à la scène finale, il grimpe dans le clocher, il se penche. Et, voilà. Et ça, des plans qui ont été faits à l'horizontale, je vous rassure. Voilà, tac. Donc, image déformée, deuxième fois. Donc, cette notion de vertige est extrêmement discrète grâce au travail de Maître Hitchcock avec ce fameux zoom et ce travelling. Là, c'est Marnie, c'est un souvenir cauchemardesque. Voilà, et vous allez voir, regardez les murs sur les côtés. Voilà, vous avez les murs qui se déforment complètement, extrêmement angoissant, même 54 ans plus tard. Voilà. La musique de Bernard Herrmann n'arrange rien par rapport à ça. La plus proche de nous, c'est Spielberg. Vous avez un énorme transtrave sur Roy Scheider qui tout d'un coup prend conscience que le requin est là. Et ça a nécessité 30 mètres de rail. C'est compliqué à faire. Là, c'est Martin Scorsese et Raging Bull. Donc, en face de lui, il y a Sugar Ray Robinson. Regardez, c'est un transtrave qui est beaucoup plus discret pour montrer le vertige, le point de vue du personnage de Niro avec ce léger transtrave. Voilà. Donc, l'utilisation, encore une fois, alors bifocal, une petite pause. Bifocal, encore une fois, c'est pas une focalité qui a une double sexualité, on est d'accord? C'est une focale qui est coupée en deux. Donc ces fameuses lentilles dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des lentilles qui sont coupées en deux. Il y en a différentes, on appelle ça aussi des bonnettes sur un plateau de cinéma. Il y en a de différents modèles. Il y a en gros tout ce que vous voulez faire. Ce qui va permettre quoi, la bifocale? Ça va permettre de voir près, de voir net de près et de loin. Encore une fois, c'est une vision totalement fausse par rapport à votre vision réelle. On voit toujours quelque chose de net, on voit flou dans le lointain. Là, Greg Toland, génial chef opérateur d'Orson Welles, notamment de Citizen Kane,
va arriver à mettre au point ce genre de type de bifocale. Il y en a de toute une multitude, mais ce qui est intéressant encore une fois, c'est que la vision proposée par ces cinéastes-là vous propose une vision émotionnelle qui quelque part est plus juste par rapport à ce qu'on vit, plutôt qu'une vision réaliste comme Carnet. Dieu sait si elle est sublime, mais là ils vont aller encore plus loin, ils vont suggérer des émotions par le visuel. Alors, première bifocale, c'est un film qui s'appelle Les Hommes en mer. Ça n'a pas un intérêt excessif, vous allez voir quand tu veux Cédric. Alors regardez bien, il y a un truc qui trahit la bifocale, c'est un petit flou dans l'image. Je vous laisse deviner. Vous voyez, sur le côté, verticalement, il y a un petit flou. Ça trahit justement la coupure entre les deux valeurs. Et tout est net. Le bateau, là, c'est pas une vraie bifocale. On la voit sur le côté. Vous voyez, on voit que le plafond est un petit peu flou. Donc là, il y a une bifocale. C'est Joseph Cotten et Orson Welles, c'est le sublime Citizen Kane. Énormément de trouvailles ont été faites dans ce film-là. C'est encore Greg Toland qui a fait ce film. Et après, c'est une bifocale qui a été cet outil. Alors ça, c'est les Français, c'est très intéressant parce qu'on voit tout bien net, y compris Suzy Delair qui s'habille. Et Louis Jouveau, premier plan, c'est Quai des Orfèvres de Clouzot, 48. J'aime beaucoup cette utilisation parce qu'elle est fondée, elle est beaucoup moins gratuite. Là, c'est L'Inconnu de Nord Express, c'est encore Hitchcock, mais alors c'est plus une photo qu'une bifocale, mais c'est pour montrer qu'il s'amusait à jouer sur la netteté de différentes valeurs. Et puis après, vous avez des choses qui sont beaucoup plus frappantes. C'est de nouveau Les Dents de la Mer. Et regardez les cheveux de l'acteur, voilà, on voit que c'est un peu flou, c'est ce qui trahit la bifocale. Mais encore une fois, ça ne nuit pas du tout à la crédibilité de l'histoire. Palma, Carrey, grand formaliste, Brian De Palma, et là aussi vous avez une chouette qui se retourne et Travolta, Kellett, et la bifocale est complètement dans le noir, donc vous ne risquez pas de la voir. Voilà, là c'est Cape Fear de Scorsese, on voit bien qu'il y a un petit flou sur l'oreille de Nick Nolte. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ce travail de focale impose des visions qui sont totalement fausses techniquement, mais à mon sens totalement vraies émotionnellement. Alors, un petit break sur le 18 mm. Le 18 mm, c'est intéressant. Parce que c'est une focale qui a été inventée pour des raisons économiques. Le 18 mm est une focale qui permettait d'avoir deux personnages nets, l'un près et l'autre de loin, et éviter les contre-champs. Donc les petits malins d'Hollywood ont mis au point cette focale-là dans un souci d'économie, ce qui n'a pas empêché de jolis films d'avoir lieu. Cédric, quand tu veux. Et surtout, le 18 mm, c'est la focale que vous utilisez avec votre iPhone. Quand vous appelez quelqu'un, c'est le 18 mm qui vous rend le visage de l'autre. Bon, des fois, il y a des gens qui naissent qui sont déjà 18 mm, hein, forcément. Ils sont très moches, voilà. J'en vois quelques-uns dans le noir, je les devine, voilà. Alors, vous voyez, là, vous avez deux personnages. Alors, on se dit, bien sûr, quand est-ce qu'on va voir le visage du commissaire? Vous allez le voir, mais jamais par le contre-champ. J'ai vu tout le film, ça, c'est un film qui s'appelle T-Men d'Anthony Mann, 1948. Vous allez voir tout le film, j'ai vu tout le film, vous verrez jamais le contre-champ. Vous verrez jamais ce qu'il y a derrière le bureau du commissaire, voilà. Alors, il se lève, à l'éclairage, là, la définition n'est pas super, mais c'était plus net à l'époque. Il va se retourner vers nous, on va enfin découvrir de face ce personnage. C'est assez fugace, mais du coup, le film, il le faisait en 3 semaines, parce que forcément, il faisait pas les contre-champs. Ce qui n'empêche que T-Men est un film extrêmement bien mis en scène. Voilà. Et enfin, on découvre le visage du commissaire. Enfin, on le découvre, on le devine plus qu'autre chose. C'est un film noir, donc le travail sur la lumière est colossal. Toujours est-il que ce 18 mm inventé pour des raisons économiques va donner l'inspiration totale à un des plus grands cinéastes qui a existé, c'est Orson Welles. Voilà, alors maintenant on va arriver, vous allez voir les premières images de La Soif du mal. Alors, normalement, le 18 mm déforme les gros plans. Mais regardez, Orson Welles s'est mis à distance et puis il s'est entouré complètement de noir. C'est un des plans magnifiques d'Othello. Et on retrouve l'utilisation extrêmement astucieuse de cette focale. Orson Welles disait qu'il adorait qu'on pouvait tout faire avec le 18 mm. La Soif du mal, pareil. Regardez la générosité du plan du fait de cette focale qui est large. Donc on est vraiment en dessous de la captation du 32 mm. Voilà. Donc vous avez, dans cette focale-là, vous avez énormément de choses qui se sont passées avec une seule focale. Voilà. Alors on voit sur le côté, voilà, même les gros plans, ils les faisaient au 18, et vous allez voir un plan intéressant, c'est voilà, ils sont en train de parler en voiture, ils rentrent près des immeubles, et regardez le défilé des immeubles, donne un sentiment de vitesse. Carnet fait ça, on a le sentiment avec son 32 qui va aller beaucoup moins vite. Mais là, ils le font. Voilà, c'est une utilisation, et les acteurs ne sont pas du tout déformés par rapport à ça. Voilà, donc ça, c'était le 18 mètres. Maintenant, la courte focale. Alors, petite pause. Alors, la courte focale, le 18 mm est déjà une courte focale, mais elle est tolérable. La courte focale, on rentre dans quelque chose qui est évidemment palpable par le spectateur. On va commencer par un film qui s'appelle Seuil Kuba de Kalatazov. Ce film, je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. C'est un film qui a été redécouvert ces dernières années. Et c'est un film qui est uniquement fait en plan séquence. Alors, pour faire ça, il y avait besoin de plans assez compliqués. Ils utilisaient un 14 mm. Donc là, le 14 mm, vous allez vraiment le sentir dans la perspective des personnages. Quand tu veux, Cédric. Voilà. Alors, Seuil Kuba est un film qui avait été sollicité par Castro. Alors, regardez, on voit tout de suite qu'on est dans une focale très large, extrêmement généreuse et tout.
les perspectives sont fausses, les bras sont faux, etc., etc. Mais c'est que du plan séquence. Alors ce film avait été commandité par Castro à Kalatazov. Le tournage a duré 1 an. Tous les figurants ici, bien sûr, sont à disposition du metteur en scène, ce qui est un pur rêve. Le tout, c'est d'avoir un pote qui soit dictateur. Enfin, c'est ça le truc, quoi. Et là, vous avez donc et alors, il faut comprendre que la caméra, elle est portée à la main, et vous allez voir un plan séquence que j'ai dû interrompre parce qu'il est vraiment trop long, mais tous les plans de ce film ont été faits au plan séquence, et une bobine, ça dure 10 minutes à peu près en 35 minutes, ça durait 10 minutes, maintenant avec le numérique, on peut faire plus longtemps. Et la caméra va se promener comme ça pendant 10 longues minutes. Et le film est censé être un film à la gloire de Cuba, qui n'est pas du tout intéressant sur le plan narratif, mais qui raconte quand même avec une maestria totale ce qu'a été l'épopée de Castro, etc., etc., et ce qu'était Cuba avant l'arrivée des castristes. Donc là, la caméra discrètement a été passée à un chef opérateur qui descend probablement avec une grue, mais c'est que le début du plan, voilà. Alors, évidemment, on voit que c'est déformé, mais la proposition qu'il vous fait par rapport à cette focale-là n'est pas forcément dérangeante. Voilà, je ne peux pas dire qu'elle soit vraiment assumée au point de perturber le réalisme du plan. Voilà. Et ça continue de descendre, et ça continue de descendre. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'était un tournage extrêmement long. Castro, quand il a vu le film, ne l'a pas aimé. Donc, ce film est resté sous l'été noir pendant 30 ou 40 ans. Et c'est Scorsese qui l'a redécouvert et qui l'a ressorti. Voilà. Franchement, c'est une performance inouïe, et c'est cette focale qui, encore une fois, est fausse, mais cette focale permet techniquement de faire ces plans-là, et elle n'est pas excessivement dérangeante, à partir du moment où l'œil s'y habitue très vite. On est bien sûr très très en dessous d'une captation normale de la réalité avec ce 14 mm. Voilà. Alors je vous laisse découvrir la complexité du plan. Voilà, donc je crois que le monsieur va tenter sa chance auprès d'une blonde. Ça m'a l'air assez mal barré quand même, elle va quand même prendre le verre, voilà. Regardez la perspective sur la main, est absolument trahit complètement l'utilisation de cette focale qui est délibérée, mais totalement acceptable, encore une fois, tellement on a envie de croire à ce qu'on voit. Voilà, donc encore une fois, j'ai interrompu le plan. Là, voilà, on avance, tout. Et là, ça va être le moment d'une figurante, c'est elle. Alors, évidemment, filmer quelqu'un, surtout une femme, au 14 mm, c'est pas très gentil, sauf quand il s'agit de ses rondeurs, voilà. Donc Kalatazov s'en prive pas. Et la caméra va accompagner cette jeune femme jusqu'au bout. Voilà. Alors là, il y a au moins 3 ou 4 chefs-op qui sont passés à la caméra, et les secousses ont été très peu palpables du fait de la tolérance dans le mouvement de cette focale. Voilà. Et il va aller encore plus loin, regardez ce qu'il va faire. Donc la caméra en plus, donc c'est des caméras étanches qui sont passées. Regardez ça, voilà, tac, voilà. Hop, et voilà. Voilà. Alors très vite, cette focale va être la focale également du stress et de l'angoisse. Donc là, il y a un film assez flippant qui s'appelle The Second de John Frankenheimer, 1952, je crois. Et là, cette focale qui est carrément un 10 mm, c'est un fisheye, c'est quasiment une focale. Alors délibérément, on se sert de cette focale pour raconter l'étrangeté de la situation. Et cette focale va être très populaire dans les années 60, 70, parce que spontanément, elle traduit le malaise profond. Alors là, l'individu fait un rêve cauchemardesque, comme quoi il va s'en prendre à une jeune femme. Et voilà, et donc là, on est quasiment dans le 10 mm. Alors, les décorateurs ont poussé le vice jusqu'à transformer le décor. Vous allez voir qu'au sol, sachant les déformations que cette focale allait induire, ils ont transformé le sol. Voilà, donc notre héros... voilà, donc les losanges au sol sont complètement transformés. Donc, connaissant l'effet final, alors c'est une caméra qui est ce qu'on appelle une bodycam quasiment portée sur place. Donc, cette focale courte est totalement exagérée. C'est la focale du cauchemar, c'est la focale de l'angoisse. Et là, encore une fois, on accepte parfaitement cette idée à partir du moment où on a compris que dans l'histoire, ça allait être le centre absolu. Voilà, donc je ne sais plus quel est le nom de cet acteur. Il va s'en prendre assez pudiquement à cette jeune femme par rapport aux critères de l'époque. Voilà. Après, bien sûr, d'autres vont faire pire, vont faire bien plus grave. Notamment, le plan suivant, c'est Kubrick, qui va arriver avec Orange Mécanique. Donc, on est en 68. Voilà. Et donc, c'est une scène terrible où Malcolm McDowell s'en prend à une vieille danseuse, et là, donc la musique classique décalée plus cette focale-là, tout est censé faire avaler la pilule au spectateur de l'ultra-violence de cette scène. Alors ceux qui ont vu Orange Mécanique, vous reconnaîtrez, mais alors l'usage est délibéré, bien sûr. C'est censé nous mettre un petit peu hors réalité, et aussi quelque part d'amoindrir le réalisme, parce que la violence est très crue dans ce film. Voilà. Alors c'est la première fois que la focale courte a vraiment été utilisée dans des films à grand public quelque part, même si
le grand public de ces années-là n'est plus le grand public, c'est 71, n'est plus le grand public d'aujourd'hui. Et l'ultime utilisation de la courte focale, c'est Brasil. Alors là, on rentre dans la courte focale, nous amène vers une dimension qui est plus sarcastique, également un peu cauchemardesque. C'est son fameux Brasil, qui est un film culte pour beaucoup de gens, dont moi. Et donc, vous voyez, alors on est encore des focales courtes, on voit bien sûr la perception sur les côtés, mais là, il y a une dimension beaucoup plus de folie névrotique et de sarcasme, pourquoi pas humoristique. Voilà, donc les Monty Python ont souvent travaillé avec des focales courtes, et ce bijou de vision du futur qu'est Brasil a été exclusivement traité avec des focales courtes. Donc là, pour résumer l'histoire, en fait, voilà, le personnage, il y a un moustique, enfin, une mouche qui le dérange beaucoup, il va grimper sur son fauteuil, il va aller... Alors là, ça, c'est la contre-plongée totale. Vous ne pouvez pas avoir ces perspectives-là si vous n'avez pas une focale très courte, totalement acceptable dans l'univers du film. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, voilà donc le pauvre insecte est mort, voilà. Là, vous avez peut-être 2 mètres entre la caméra et le plafond, c'est tout. Et ça va être le début d'un rouage épouvantable, c'est qu'un dénommé Tuttle va tout d'un coup va être pris, va être Buttle, voilà. Et donc c'est le début du film, un rouage va se passer. Alors après, vous allez voir la longue focale. Alors une petite pause, Cédric. La longue focale, en fait, c'est dès qu'on va passer au-dessus du 32 mm, au-dessus de la vision humaine, on va être dans ce qu'on appelle la longue focale. Donc il y a le 40, le 50, le 85. Et je vais vous présenter 3 petits extraits. La longue focale, c'est la focale de l'émotion, c'est la focale de l'action. Les choses vont très très vite. Et là, on a intérêt, quand on veut voir une scène de bagarre ou d'action, de passer par des longues focales. Je vais vous présenter un extrait de Sunday, Blondie Sunday de Paul Greengrass. C'est vraiment un maestro par rapport à cette focale-là. Et après un Vol 93, qui est également un film de Paul Greengrass. Quand tu veux, Cédric. Alors, dans Bloody Sunday, Blondie Sunday, qui raconte les événements tragiques qui sont passés à Dublin, à Belfast, pardon, dans les 70, vous avez une scène d'amour. Regardez, vous avez net, le point est sûr. Tout d'un coup, le point va sur la police. Voilà. C'est de nuit, il y a beaucoup de grains. Forcément, c'est plus dur à éclairer les longues focales. Donc, on voit la police. Il refait le point sur un baiser. Donc vous avez d'un côté une séquence, on va dire, d'amour, et de l'autre côté une séquence d'ultra-violence. La longue focale permet ça, permet de raconter deux sièges émotionnels du fait de la mise au point via les bagues. Ça, c'est très intéressant. Là, vous avez Vol 93, qui est un film qui retrace la tragédie du 11 septembre par Paul Greengrass. Et pareil, sa caméra va aller chercher les intervenants à droite à gauche, et le stress, forcément, est très présent. C'est encore une fois une vision qui est totalement impossible. Vous ne pouvez pas être aussi près d'un individu, en tout cas le voir comme ça. C'est faux, mais émotionnellement, c'est juste. Voilà, j'insiste là-dessus. Si on fait que des choses réelles, quelque part, on ne rejoint pas son imaginaire. Voilà. Et après, pour finir, vous allez voir une séquence de Fisher King de Terry Gilliam. On va finir avec ça. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande Vol 93, c'est assez terrifiant. Voilà, donc regardez la bascule sans arrêt de cadre. Voilà, et on va choper les personnages au hasard. Et là, vous avez une dernière séquence qui est celle de Fisher King, où tout d'un coup, Robin Williams va aller voir un personnage dont il est tombé amoureux au sein d'une foule. Alors, remarquez, dès qu'on est dans les focales, on a beaucoup de grains par rapport à l'image. C'est des focales qui sont plus denses et difficiles à éclairer. Pour la pellicule, voilà. Donc, comment isoler quelqu'un? C'est évidemment un regard que vous ne pourrez là aussi jamais avoir. Voilà, la focale va aller chercher. Donc, cette focale-là est complètement... pas réservé bien sûr, mais privilégie beaucoup ce genre ou d'action ou d'émotion pure. Voilà. Et tout a été fait très loin. À noter que cette séquence de Fisher King, depuis ce tournage de ce film, tous les 31 décembre, à Grand Central à New York, ils font un orchestre. Voilà, c'était Focal. Voilà. Est-ce que c'est parce que vous étiez un passionné de tout ce que vous nous avez montré là qui vous a incité ensuite vous-même à devenir réalisateur? Pas du tout. Je fuyais la réalité en m'enfermant dans les salles de Cinoche quand j'avais une vingtaine d'années, au lieu de poursuivre mes études. Et c'est cette fuite de la réalité qui me poussait vers l'imaginaire. Après, je me suis intéressé au procédé et comment faire. Ça m'a beaucoup intéressé. Et voilà, c'est tout. Mais je ne peux pas dire que j'avais des coups de foudre. Je n'ai rien du cinéphile de la nouvelle vague qui a 10 ans voit des films. J'en voyais beaucoup. Mais étant étudiant en médecine, dans un service extrêmement pénible, la seule façon que j'avais d'éviter, c'était en neurochirurgie, donc je ne sais pas s'il y a des médecins, mais dans la salle, on claque une porte, il y avait une crise d'épilepsie, c'est un cauchemar, donc il ne se passe rien. Bref, donc gagné par l'aspect mortifère de ces études, je me réfugiais dans les salles de Cinoche. Je voyais tout, Schwarzenegger à Eric Romer, cinéphage plus que cinéphile, et puis au bout d'un moment, j'ai fini par pousser la porte d'un cours de théâtre juste pour voir techniquement comment ça se faisait. Après, bien sûr, c'est un océan de découvertes qui reste encore à faire aujourd'hui, entre le cinéma muet, etc. Vous ne pouvez pas savoir les trouvailles que les cinéastes ont eues pour distraire justement les gens de l'absurdité de l'existence. Voilà, donc c'est fidèle à ce schéma-là pour lequel j'ai été faire du cinéma chez tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà.
Bon, j'ai fait 600 km pour venir vous voir. C'est pas de question, je vais jeter de la flotte dans la salle. Non, je rigole pas, je suis capable de le faire. Regardez, hop, allez, je vais le faire. Oui, moi j'en ai deux. Une, elle est très simple. C'est quoi le titre du film là commandé par Castro? Soy Cuba. Soy Cuba. Okay. Je suis Cuba, 1964, Kalatazov, mais il a fait un chef-d'œuvre qui s'appelle Campas et Cigogne. Magnifique, des mouvements de grue. Absolument sublimes. Je peux vous dire que Campas et Cigogne est à l'origine de Fellini et est à l'origine de Sergio Leone. Voilà, quand on a vu ces films, c'est voilà. Okay, bon, ça c'était une question, voilà. Mais du coup après j'avais une autre question. En fait, j'ai eu la chance d'être figurant dans La Fuma Ferme. Ouais. Et pas en transtrave, mais en trave prostituée, voilà. Ouais. Ah bon? Ouais. Mais j'avais été impressionné, mais du coup je vais vite. Comment vous expliquiez même à des gens qui restaient 2 secondes justement pour parler de votre cinéma, même qui restaient 2 secondes à l'image, comment vous expliquiez tout le projet, tout le film et tout ça. Et justement, je me demandais par rapport à la question des focales, comment vous travaillez ça dans vos films, notamment là, c'était une question sur les caméras de surveillance qui est vraiment aussi spécifique. Mais moi, j'ai des vraies préférences. Hein. Le 18 mm d'Orson, sans me comparer au maître, j'adore cette focale-là parce qu'elle est très tolérante. Donc, un peu d'éclairage, judicieusement placé, et vous avez une caméra qui est riche, qui est généreuse. Et j'aime beaucoup, par exemple, pour un décor, passer au 14 mm, la focale de Soy Cuba. Tout d'un coup, je vais faire cette salle-là. Si je veux qu'elle apparaisse immense, je vais mettre un 3/4 plongé au 14 mm. Ça va paraître gigantesque, beaucoup plus grand que ça ne l'est. Et aujourd'hui, grâce au capteur électronique, on tourne dans des lumières où il n'y a quasiment pas d'éclairage. On tourne dans des espaces très restreints. Et les focales courtes nous aident. Le bureau du juge, si vous avez vu 9 mois, c'est un tout petit bureau. Il doit faire même pas, 15 mètres carrés, mais à la caméra, on a l'impression qu'il est grand. Et ça, c'est la focale qui m'aide. Comme en plus, on n'a plus besoin aujourd'hui de mettre des gamelles partout pour éclairer. Vraiment, à 1,5 de diaph, on peut tourner. Ces focales-là sont très pratiques. Maintenant, filmer une femme, moi, je n'ai pas peur de me filmer au 14 ou 18. Hein, c'est raté, n'en parlons plus. Filmons-nous 14 mm. Par contre, quand j'ai une belle actrice, j'essaie de la respecter. Le 32, voire le 40 mm, bien placé, est quand même beaucoup plus flatteur. N'importe qui, en contre-plongée, en focale courte, va devenir très laid. Donc on essaie de respecter l'actrice par rapport à ça. Donc des fois vous avez des champs contre champs qui ne sont pas du tout la même focale, ce qui est forcément une hérésie, paraît-il, par rapport à la grammaire cinématographique, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est un choix, c'est un goût. Hein. Là, les films que je vous ai montrés, la longue focale de Paul Greengrass, elle est super bien utilisée. Et c'est très fin. Donc c'est des choix, c'est des goûts. Voilà. Bon, vous voulez t'asperger? Non. Oui, bonjour. Moi j'avais une question qui était plus liée à une impression, mais c'est peut-être pas vrai et pas partagé. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de mode à la course à la plus faible profondeur de champ. Et je voulais savoir si techniquement c'est quelque chose que vous... Est-ce qu'il y a une raison autre que esthétique ? Non, c'est ce que j'expliquais, c'est des envies de cinéaste. Alors peut-être que tout d'un coup, il y a une flopée de cinéastes qui vont aller chercher cette faible profondeur de champ. Personnellement, moi j'aime bien la profondeur de champ. Donc vous voyez, avec les focales larges, je ne vais pas hésiter à les mettre. Mais c'est vrai que dans le cinéma d'action, oui, on a des faibles profondeurs de champ. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. Il n'y a pas de mode. Oui, enfin, c'est peut-être une mode, mais si c'est une mode, c'est une génération de cinéastes qui aiment bien ces focales-là. Il y a pratiquement tout eu aujourd'hui dans le cinéma. Même quand vous aviez, par exemple, Carnet en 1936, quand il fait Quai des Brumes, il adore le 32 mm, mais quelqu'un comme Renoir va travailler différemment. Duvivier, par exemple, aimait bien les focales courtes. Et pourtant, c'est la même génération. C'est vraiment un goût de cinéaste. Voilà. Bon alors, bande de feignasses. Alors, les focales, non. Le film, les plans sont découpés, sont d'abord découpés, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment sur le prochain film. Après, ils sont dessinés. Et après, par contre, une fois qu'on a les décors précis, décorés, accessoirisés, customisés par la décoration, là, on va commencer à travailler la focale. Donc, on a des viseurs de champ et on s'amuse avec le viseur de champ à voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais c'est ce que j'expliquais à la jeune fille, c'est que le goût, forcément, du cinéaste s'impose. Tout d'un coup, le 18 mm, moi, va me paraître indispensable quasiment tout le temps. Un autre cinéaste va arriver et puis va dire, oh non, je préfère plutôt un 40, un 50. Carnet, que j'ai eu la chance de rencontrer, était dans une recherche frénétique du réalisme. C'était la grande époque. Moi, je trouve que c'était le plus beau cinéma qui a été fait, c'est celui en France des années 30, et ils sont dans une recherche de vérité extraordinaire, alors qu'ils auraient pu la pervertir, pas du tout. Donc ça, c'est dans l'instant. Donc on prend un viseur, on regarde l'acteur, et puis on dit plutôt un 32, plutôt un 40, etc. J'ai des petites idées le matin en arrivant, mais ça se limite à ça, quoi. On jette un coup d'œil comme avant, quoi. Bon alors, il fait faim d'aller manger? Une question, deuxième rang. Dans l'adaptation, parce que jusqu'ici on vous avait vu plutôt dans des projets personnels, donc ça m'intéresserait un petit peu de savoir
Comment vous avez ressenti ça et si vous avez encore envie de faire des adaptations Madame fait allusion à Au revoir là-haut. En fait, non, moi je trouvais que le livre Au revoir là-haut était extrêmement... me concernait beaucoup. Voilà, je m'y suis beaucoup retrouvé. Ce personnage d'Édouard Péricourt, dont Jacques va vous parler cet après-midi, m'intéressait beaucoup. C'est l'artiste sublime. Et puis l'époque que racontait Pierre Lemaître était une époque tout à fait contemporaine avec la nôtre, dans les émotions. Qui est-ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale? C'est l'économie délirante de l'époque. Pour empêcher les montées sociales, on a envoyé les braves gens s'entretuer. Aujourd'hui, l'économie délirante continue et c'est la planète qui dit stop, arrêtez, je n'arrive plus à supporter ça. Voilà. Donc le parallèle était vraiment évident pour moi. Puis il y avait la prose extraordinaire de Pierre Lemaitre, ce roman, ces événements, etc. Donc je trouvais ça passionnant. J'ai eu aucun problème moi, avec ce. On m'a souvent proposé des adaptations par le passé, j'ai toujours refusé. Et ce film-là ne m'a posé aucun problème. Je l'ai écrit très rapidement. Et voilà, je trouvais que c'était un parallèle flagrant avec ce qui se passait aujourd'hui. Donc je me suis complètement retrouvé. Et si demain je peux retrouver un bouquin aussi bien, franchement, je replongerai directement. Voilà. Mais c'est pas le cas. Voilà. Prochain film, Régression totale. Alors justement, vous vous rapprochez de la question que j'avais envie de vous poser. Vous devez recevoir énormément de propositions. Hier, on a beaucoup parlé de la présence de l'artiste à l'intérieur de son œuvre. Comment vous débrouillez-vous pour la question de la distance? Est-ce que vous choisissez par rapport à votre émotion personnelle ou à votre histoire personnelle? Est-ce que vous vous mettez dans toutes vos réalisations ou est-ce que vous gardez une certaine distance? J'ai quand même conscience que c'est du cinéma. Vous voyez, si je m'identifie à Bernie, ce serait une catastrophe pour l'entourage. Ceci dit, ça l'a peut-être été, j'en sais rien. Mon père, quand il avait vu le film, il m'a dit « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Vous voyez, c'est pour vous dire, quoi. Un homme adorable, médecin, j'étais super bien élevé, etc. J'avais aucune raison à cette déviance filmique. Mais bien sûr qu'on se projette complètement. Comment dire, un artiste, entre guillemets, je ne sais pas si je suis un artiste, mais en tout cas, quelqu'un qui veut s'exprimer, restitue les choses comme il a envie, comme il les voit, comme il les ressent. Il n'y a pas de calcul. On va se promener dans la rue, vous et moi, vous allez percevoir des choses différentes de ce que moi je perçois. Donc la frénésie, l'ultra-violence, même les focales courtes, cette vision d'un monde fou, finalement, je l'aperçois sans arrêt. 30 secondes de BFM TV, je dis, mais ils sont tous fous, ça s'aggrave de plus en plus, vous comprenez? Donc c'est ce que je perçois. La raison est folle, ce qu'on appelle la raison, faire des études, réussir à gagner de l'argent avec une planète qui crève la dalle, je trouve ça fou. Et l'école nous entretient quelque part dans cette folie-là. Donc ça, c'est la perception que j'ai. Alors instinctive quand j'étais jeune, un peu plus consciente maintenant, que j'essaye de domestiquer, mais c'est la perception que j'ai des choses. Alors souvent, on croit que parce que vous interprétez un fou, ou vous faites un film sur les fous, vous êtes vous-même fou. Mais non, c'est pas vrai. Justement, vous proposez un miroir déformant aux gens en disant, vous voyez, c'est comme ça que je perçois les choses et je pense pas être si loin de la vérité. C'est Sioran qui disait les fous sont intéressants car ils prédisent l'avenir. Voilà. Et donc, si on prend un film comme Bernie, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Dieu sait s'il y a 20 ans, s'est fait taxer par rapport à ça. Bernie, c'est juste quelqu'un qui a peu de bisous. Voilà, il a plus de bisous, alors on part de là, puis on en fait une fable un peu trash, je l'accorde. Mais c'est une façon un peu folle de raconter de façon distrayante et agressive que le besoin d'amour qui est présent chez nous n'est pas forcément comblé ou est maladroitement comblé. Et que l'école nous rend tous dingues avec ces putains de notes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est cette vision-là que j'ai. Et dans tous les films, quand je dis Au revoir là-haut, à travers Édouard Péricourt, je retrouve cet artiste idéal. Et donc j'ai aucun problème pour l'adapter parce que je suis complètement en phase avec le discours de Pierre Lemaître. Et là, je prépare un nouveau film là, qui s'appelle Adieu les cons. Vous voyez, tout un programme. Je ne parle pas à vous quand je vais vous quitter, mais voilà, c'est une histoire où, bien sûr, elle est improbable parce que c'est des archétypes qui se rencontrent dans des émotions qui sont très fortes, mais je raconte les choses telles que je les ressens. Une coiffeuse qui est en train de souffrir parce qu'elle a trop respiré de l'ail et qui veut retrouver un enfant qu'elle a abandonné, un fonctionnaire dépressif qui, lui, essaie de se tuer parce qu'il n'a pas eu sa promotion, etc. Donc, c'est des cas sociaux qui existent séparément. Je les groupe dans un film afin de vous distraire, mais quelque part, ils sont vrais émotionnellement. Donc oui, c'est une captation, en tout cas sincère. Voilà, que j'ai du monde extérieur, aussi navrant ça puisse paraître. Voilà. Bonjour, je suis en haut, tout en haut. Nord, sud, ouest. Tout en haut, tout en haut. J'ai une question sur... Ouais. Aujourd'hui, je voulais savoir quelle était la focale la plus importante qui pouvait être utilisée au cinéma. Par exemple, pour des films comme en IMAX ou des films avec les nouvelles technologies actuelles, notamment dans les films américains, quelle est la focale utilisée? Est-ce qu'elle est différente des films En fait, la focale, encore une fois, il y a toute une gamme de focales. Là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des focales qui ouvrent. Une focale longue, par exemple, va être plus difficile à éclairer parce qu'elles sont plus épaisses, forcément. Donc la lumière, il va falloir des ouvertures plus importantes.
Aujourd'hui, le travail qui est fait, c'est surtout en termes de translucidité des focales. On a des focales aujourd'hui qui ouvrent à 0,8. Je ne sais pas si vous le connaissez en termes de valeur. La moyenne, c'est 2,8 en général. 2,8, en dessous de 2,8, avant, on ne voyait rien. Maintenant, on voit beaucoup. Moi, beaucoup de films que j'ai fait dans Au revoir là-haut, j'étais à 1,5 de diaph, j'éclairais que avec les lampes à huile. Et aujourd'hui, je sais que pour le prochain film, on travaille. Le travail qui est fait sur les focales, c'est pas 20, 40 ou 50. Ça, on s'en fout. On pourra toujours trouver la focale qu'il nous faut. Mais c'est la translucidité des focales. Et donc, le travail qui est fait, les focales de la NASA sur la Lune, c'était 0,8. Et bon, aujourd'hui, on les trouve dans le commerce pour 0,8 d'ouverture de 0,8. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair, mais après tout, vous êtes super intelligent, vous devez comprendre ce que je dis. Donc, ouais, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le travail qui est fait commercialement, c'est par rapport à l'ouverture du diaphragme, pour trouver les focales qui, avec le minimum de lumière, peuvent encore travailler. Voilà. C'est ça qui est la recherche qui est faite. Mais la meilleure focale, ça n'existe pas. C'est la focale de votre goût. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair. Non, je ne suis pas clair, c'est bon. Bonjour. On m'entend là? Vous êtes où? On vous entend. Pardon. Premier rang à gauche. Je me posais une question, comme vous parlez beaucoup de techniques et que vous semblez bien vous y connaître. Je veux mon neveu. Comment vous travaillez avec votre chef opérateur? Comment se passe la collaboration? Est-ce que vous avez beaucoup déjà d'idées techniques et tout ça, ou est-ce que vous êtes très ouvert à ses idées à lui? Je ne suis ouvert à rien, sauf mes idées. Non, mais c'est vrai, je parle sérieusement. J'aime bien arriver en fait avec tout prêt. C'est-à-dire que je dis au chef op, c'est cette lumière-là que je veux. Et dis-moi si c'est un problème pour toi pour la trouver, mais c'est cette lumière-là que je veux. En fait, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'étalonneur. Le chef-op est devenu pas un poste accessoire, c'est un poste important, mais on ne peut plus passer autant de temps sur un plateau éclairé. En tout cas, moi, je ne le souhaite pas. Je veux qu'il donne suffisamment d'informations numériquement pour qu'après l'étalonnage, je puisse tout reprendre. Par contre, l'étalonnage passe au revoir, on a passé 2 mois à tout refaire. Mais on peut tout refaire, on peut changer les couleurs, etc. Le seul danger, c'est soit on éclaire trop, soit on sous-éclaire, et l'étalonneuse, elle est battue. Donc, quelque part, je dis au chef-op, au moins, donne-moi les informations numériques nécessaires pour que je puisse travailler derrière. Et puis après, bien sûr qu'on définit une lumière, mais par exemple sur Au revoir là-haut, je voulais retrouver les autochromes d'Albert Kahn. C'est des images colorisées. Vous en avez vu un petit bout avec Méliès. Il y a des photos qui ont été faites sublimes, inventées par les frères Lumière aussi. C'est la trichromie. Et des photos existent de cette époque-là, mais c'est des images colorisées, en chambre noire. C'est vraiment très joli. Et on essayait de se rapprocher de ça. Donc voilà, donc après, je pose ça comme postulat. On fait des essais de caméra, et puis après, on tranche. Ce qui n'empêche pas que sur le plateau, des fois, c'est compliqué. Sur Au revoir, j'avais un chef-op assez anxiogène. Donc ils veulent se protéger, donc ils veulent éclairer partout. Donc des fois j'éteignais moi-même les lampadaires, enfin les kinoflos, ce qu'on appelle les kinoflos, parce que je voulais pas trop de lumière. Mais c'est vraiment, j'aime bien quand c'est, j'aime bien laisser l'imagination du spectateur attraper les images beaucoup plus que de lui imposer. Et aujourd'hui, grâce à la technique, vraiment le numérique permet de tourner en très très basse lumière, et c'est très intéressant. Vous avez des noirs très denses, vous avez des couleurs très chaudes. On peut vraiment jouer sur des contrastes importants. Et donc voilà, c'est ce que je recherchais. Mais bien sûr, je fais une petite préparation comme avec le chef opérateur. Mais le chef opérateur n'a plus la position dominante qu'il avait il y a encore 15-20 ans sur les plateaux. C'est vraiment devenu quelqu'un qui est au service de l'image, en sachant qu'on va la retravailler derrière avec l'étalonnage numérique. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça que je fais. Une dernière question. Bonjour. Il m'a semblé sur Au revoir là-haut que, outre le travail sur les focales, vous avez beaucoup utilisé les travelling. Est-ce que c'était un choix de mise en scène auquel vous avez réfléchi en amont? Tout ce que j'ai fait, c'est un choix de mise en scène. Il n'y a rien qui m'a échappé. Oui. Mais non, la fluidité de la caméra, voire son extraversion, donne souvent ce qu'on appelle les points de vue imaginaires. Alors, c'est les puristes, encore une fois, du cinéma, disent bah non, on n'a pas à faire ces points de vue-là comme le subjectif d'un drone, par exemple, avec un chien qui arrive dans une tranchée. Mais moi, quand je projette le futur ou quand je me parle du passé, c'est toujours des points de vue imaginaires. Dans vos souvenirs, souvent, on se voit dans nos souvenirs. On se voit arriver sur la plage ou je ne sais quel souvenir. Alors qu'en fait, on ne peut pas se voir. Vous voyez, et donc, ces points de vue-là m'intéressent beaucoup plus que le point de vue réaliste. Donc, effectivement, les caméras sont fluides. Ça peut être un drone, ça peut être ce qu'on appelle un Stab One, c'est une caméra qui est portée. Ça peut être un Steadicam, ça peut être des tas de combinaisons qu'on fait. L'idée, c'est de raconter le récit en disant c'est une fiction, je vais être distrayant. À côté de ça, vous avez des cinéastes que je vénère comme Ken Loach qui vont prendre une caméra à l'épaule et qui vont restituer la vérité avec beaucoup de simplicité. Mais il faut oser faire la simplicité. Pour l'instant, je n'ose pas. Racontant Au revoir là-haut, c'est un récit fictif, c'est un roman. Donc cette façon de faire me paraissait nécessaire et je me suis beaucoup amusé parce que la technique aujourd'hui permet beaucoup de choses. D'où une caméra extrêmement fluide. Demain, je ferai un film sur des cas sociaux. Je pense que j'irai plus simplement avec une caméra en Super 16 et filmer juste la vérité du contenu. Le contenu est toujours plus fort que la forme. Mais sur ce film-là, il y avait l'opportunité de faire un cinéma que j'ai toujours adoré, le cinéma de Terry Gilliam, le cinéma des frères Cohen, j'adore ce cinéma-là, donc je le fais. Mais bien évidemment, pour revenir à votre question, tout ça c'est minutieusement préparé, voire répété avec toute l'équipe, par contre, c'est très important. Voilà. Merci. Je poserai la dernière question à l'artiste.
On vit mieux dans la fiction ou dans la réalité? Personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise dans l'imaginaire que dans la réalité. La réalité, je ne la comprends pas. Il y a une phrase de Cocteau très intéressante où il dit quelle est la question que vous allez poser à Dieu quand vous arrivez au paradis, et Cocteau dit remboursez-moi, j'ai rien compris. Voilà. Et je partage largement ce sentiment. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Terminé.